innovation. Le premier élément était vraiment autour de la définition de l'innovation et avec un événement en ligne. Aujourd'hui, on a choisi de faire cet événement au Hub chez BPI France autour du financement de l'innovation. Et merci beaucoup à nos experts qui vont parler. Amélie Maillon, qui fait partie de BPI France, qui va pouvoir présenter les financements de l'innovation en France et plus particulièrement, bien sûr, au sein de BPI France. Et puis Stéphane Rocker donc, va nous donner toute son expertise autour des financements européens de l'innovation. Voilà, donc merci. Le club d'innovation, le but, c'est de créer une communauté d'experts et puis d'échanges autour de l'innovation. Donc, n'hésitez pas, il y aura après les conférences un moment d'échange et de cocktail. Donc, n'hésitez pas à me faire part à ce moment-là de thématiques que vous souhaiteriez voir lors de l'événement. Je laisse la parole du coup à Amélie. Merci. On va commencer par la France. Merci. Bonjour à tous, je suis donc Amélie Maillon, je suis déléguée régionale innovation et donc mon périmètre d'action c'est sur le régionalisé, c'est Paris. Mais je vais essayer de vous parler un petit peu plus largement de ce qui se fait en innovation en France et comme l'a dit Isabelle, on va parler d'abord d'un point de vue macro de ce qui se fait sur l'écosystème et ensuite on va faire un peu plus évidemment sur ce que je connais mieux, à savoir le financement des pays de France. Alors juste avant de commencer, j'aime bien avant de commencer un petit disclaimer parce que donc, un point qui est important, tout ce que je vais vous évoquer comme dispositif, ce sont des dispositifs qui vont s'adresser à des sociétés qui seraient déjà immatriculées. On n'est pas sur de l'antécréation, en tout cas pas sur ces dispositifs-là. Il en existe, mais ça pourra faire l'objet d'autres discussions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur l'innovation, concrètement, en fait, tout le monde a sa définition d'innovation. Je pense que si je vous interroge, là, sur la salle, il y a autant de définitions de l'innovation que de personnes. Donc, le prisme que moi, je vais prendre, et donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on voit l'innovation, ça va être celui de BPI France. Enfin, un autre point qui a son importance, c'est que moi, je vais vous parler de dispositifs, mais déjà, ce catalogue, on peut éviter d'ailleurs les catalogues, mais ça ne sera pas exhaustif. Et ensuite, rien ne remplace l'expertise que vous pourrez trouver auprès de l'expert CCI ou éventuellement de votre conseiller au chargé d'affaires de BPI France. Et enfin, on n'est pas nombreux, vous le voyez tout dans cette salle. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions au fur et à mesure de cette présentation, elle peut être aussi très interactive, il n'y a aucun problème à ça. C'est ça. Non. Voilà. Donc d'abord, on va parler finalement de ce moment de création de l'entreprise. Et on va parler de manière générale de création d'entreprise et non pas d'entreprise innovantes spécifiquement. On peut dire qu'au démarrage, le premier enjeu, ça va être de constituer le capital social de votre entreprise et de financer les premiers mois de vie de vous en tant qu'entrepreneur. Donc pour ça, je sais que c'est en termes de volume, on ne pense pas souvent, mais en fait, c'est le premier financeur de création en France. On a Pôle emploi avec ses allocations. Là, vous avez deux types d'allocations qui sont listées ici, qui ne sont pas cumulatives, c'est l'une ou l'autre. Mais ces allocations chômage vous permettent de financer votre quotidien lorsque vous lancez une société. Ensuite, pour constituer son capital, il y a plusieurs solutions pour le faire. Soit vous avez des économies personnelles, soit vous avez le badline de votre grand-mère, soit vous pouvez aussi faire appel à des organismes de type prêt d'honneur. J'en ai listé un petit peu ici en Ile-de-France. Vous avez par initiative entreprise, les entreprendre ou ICO. Et donc, ces organismes-là vont vous allouer un financement à la personne physique. Donc, concrètement, vous êtes entrepreneur, vous demandez un prêt personnel et vous injectez ces fonds dans le capital de votre entreprise. Ça a plusieurs effets. Ça vous permet d'augmenter vos fonds propres et vous verrez ensuite que ça permet de faire levier sur deux typologies de financement dont on va parler juste après. C'est bon sur cette scène?
Une fois, oui. Alors, moi, ce que je vous conseille effectivement, c'est de vous rapprocher de l'organisme de préveneurs, vous en existez en Île-de-France, et il en existe partout en France. Donc, de vous rapprocher de l'organisme, je vous remets la slide. Donc, typiquement, le réseau Entreprendre, c'est un réseau national. Donc, vous avez les antennes régionales qui se présentent partout dans chacune des régions. De la même manière, Initiative France, donc là, la déclinaison locale, c'est Paris Initiative Entreprise, est également présente partout en France. Donc oui, vous pouvez vous adresser, enfin, je vous conseille de vous adresser à la branche locale. J'ai envie de dire, là où vous développez votre activité, donc plutôt ensuite. Ensuite, là, on passe sur les aides qui s'adressent plutôt aux structures, donc aux entreprises déjà constituées. Vous avez plusieurs typologies d'aides. Évidemment, les crédits d'impôt, on parle de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, qui sont là des fonds qui vous sont octroyés ou remboursés en fonction de ce que vous avez au préalable dépensé en innovation et en R&D. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est régime fiscaux. Donc là, vous voyez listé le régime entreprises innovantes et le régime jeunes entreprises universitaires. Et qui, là, sont des exonérations de charges, des exonérations de cotisations, des exonérations d'IS. Et donc, c'est des frais que vous n'allez pas payer dans les premières années, totalement ou partiellement, suivant votre maturité. Pour tous les dispositifs nationaux, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous adresser à la CCI de votre région. Ils sont très au fait de tous ces dispositifs-là et ils sauront vous conseiller sur quand les mobiliser et comment les mobiliser. Oui. Concernant ce crédit d'impôt, est-ce qu'on a une liste assez précise de la typologie de dépenses? Qu'est-ce qu'on entend par R&D et par innovation? Parce que c'est un concept assez large. Donc, dans le milieu TPE, PME, voilà, comment on définit la charge d'innovation par secteur d'activité aussi? Au-delà de juste dire je fais du digital, je pense que ça n'a rien à voir avec le digital parce qu'on a tendance à que penser au digital maintenant, mais il y a plein de sociétés, des domaines historiques qui sont digitales et qui pourtant vont générer de l'innovation. Oui, complètement. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous plongez dans les textes, c'est assez long. Soit vous êtes appelé à un cabinet de conseil en crédit d'impôt recherche qui, lui, va vous lister, vous dire quelles dépenses sont éligibles à quel titre, qui va vous aider aussi à constituer le dossier en question. Et comme ça, si vous êtes contrôlé fiscalement, parce que ça arrive, vous pouvez présenter ce dossier-là. Donc sur BPI France, là, on va parler plus précisément d'innovation, mais c'est une entité, juste pour faire un petit historique rapide, c'est une entité qui a maintenant, qui est née en 2013, qui a maintenant 8 ans, qui rassemble plusieurs métiers. Donc, pour vous faire rapidement quels sont les différents métiers, le métier historique de BPI France, c'est la garantie bancaire. C'est BPI France qui vient se porter caution pour vous pour faciliter l'accès au crédit. Donc concrètement, vous allez voir votre banque, vous lui sollicitez un financement. Généralement, la banque garantie, elle attend soit de garantie de votre part, soit de garantie sur les biens de votre entreprise. Et bien là, ça permet de limiter en fait les garanties qu'elle pourrait prendre et de rassurer le comité de crédit. Ça, c'est le métier historique. Ensuite, on a le métier du financement qui est là, qui, lui, va s'adresser plutôt aux entreprises qui sont, on va dire, matures dans le sens plus de 3 ans, qui ont déjà démontré la rentabilité de leur modèle économique. Et là, on a une activité de banque classique. On va financer le mur, on va financer des opérations de croissance externe, quelque chose d'assez classique. On fait du financement export. Donc là, c'est l'ex-Coface Garantie Publique qui nous a rejoint il y a maintenant 2 ou 3 ans et qui nous permet d'accompagner les démarches d'internationalisation des entreprises. Concrètement, vous avez un projet de développement international, vous hésitez à créer une filiale ou alors simplement à participer à des salons. En fait, vous faites de la prospection à l'international. Ça, c'est des choses qu'on peut accompagner. On a un nouveau métier, là aussi, il y a peut-être 2 ans, qui est l'accompagnement. Ce métier-là, on s'est rendu compte qu'on savait très bien financer les entreprises, mais qu'au-delà de ça, en fait, on pouvait aussi les aider, enfin vous aider
à répondre à des problématiques bien précises en mobilisant des experts qu'on a dans notre réseau. Donc là, concrètement, je vais vous donner deux exemples. On a un diagnostic qui s'appelle le diagnostic croissance, qui vise les startups qui ont une forte croissance, qui, par exemple, viennent de lever des fonds et qui ont des problématiques de structuration. Comment est-ce que je fais pour garder la culture d'entreprise quand je suis en levée de 10 millions d'euros et que je vais recruter 10 collaborateurs par semaine? Ça, c'est des choses qu'on peut adresser. Autre exemple, on a, par exemple, on peut se poser des questions sur le design. Le design, c'est très large. Ça peut aller du design industriel au design organisationnel dans une entreprise. Là aussi, on peut mobiliser les experts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on finance 50% de la prestation. Et ce sont des prestations qu'on a au préalable aussi. Et alors, l'investissement, et j'arrive très vite sur l'innovation. Donc, l'investissement chez nous, c'est... je vais passer très rapidement, on pourra reparler si vous avez des questions spécifiques sur ce sujet-là. Retenez qu'on couvre tous les stades de l'activité, de l'amorçage jusqu'au développement international. On fait du capital risque, on fait du capital développement et on a des équipes sectorielles. Donc, vous êtes une entreprise dans le secteur du bois forestier, on a un fonds qui est spécialisé sur ça. Vous êtes une entreprise en biotechnologie et travaillez sur le développement d'un médicament sur les maladies rares, on a un fonds spécialisé pour ça. Voilà. Et donc, l'innovation, j'y arrive. Avant de parler des dispositifs, j'aime bien rappeler qu'est-ce qu'on va analyser en fait dans un dossier d'innovation, concrètement, qui nous est soumis. Donc, ça va être d'abord et avant tout une équipe qui sont les porteurs de projet, comment est-ce qu'ils se complètent, est-ce que j'ai les bonnes compétences au bon endroit pour mobiliser sur un projet donné. Ensuite, c'est est-ce que j'ai une idée innovante? Alors là, ça touche vraiment à la notion de qu'est-ce que l'innovation? Au sens de BPI France, il y a plusieurs catégories d'innovation. Ça va être l'innovation technologique, comment est-ce que je me positionne par rapport à un état de l'art donné. Ça peut être de l'innovation de service, quel besoin de marché je vais adresser avec mon service. Ça peut aussi être, depuis cette année, en fait, de l'innovation créative. Donc, concrètement, dans les secteurs de la mode, de la beauté, du jeu vidéo, du cinéma, on va adresser des modes de fonctionnement qui seraient innovants. Ensuite, on a évidemment le marché sur lequel vous vous positionnez. Est-ce que celui-ci est bien identifié? Est-ce que celui-ci est quantifié et identifiable? Est-ce que vous l'avez sondé? Est-ce qu'il y a des marques d'intérêt est-ce que vous avez déjà éventuellement signé quelques clients? C'est des indicateurs qui vous intéressent. Donc là, c'est la clientèle. Ensuite, le modèle économique, évidemment, on va vous demander comment est-ce que vous vendez, combien, avec quelle marge, quel modèle vous avez choisi. Par exemple, vous avez un logiciel, est-ce que vous faites du SaaS, est-ce que vous faites de la licence et pourquoi en fait. Le plan de financement adapté, là, l'idée, c'est que sur les financements que je vais aborder juste après, on finance souvent une quote-part du projet, mais jamais la totalité. Par contre, on a besoin de voir comment est-ce que vous allez faire pour aller au bout de ce projet-là. Donc, ça va être en mobilisant les fameux prélèveurs dont je parlais tout à l'heure, ça va être en mobilisant des banques, des fonds, et c'est pour ça qu'on souvent on intervient aux côtés de ces acteurs-là. Et le dernier, suivant le secteur dans lequel vous évoluez, on va challenger l'environnement réglementaire dans lequel vous vous situez. Si vous êtes dans une biotechnologie, concrètement, quelles sont les certifications, quels sont les jalons que vous avez à passer pour, par exemple, mettre sur le marché. C'est bon pour ça? Donc, cette super slide vous montre les grandes catégories de financement chez BPI France. Pourquoi je dis grande catégorie? Parce qu'on en parlait avec certains tout à l'heure. En fait, il y a beaucoup de sous-fonds, il y a beaucoup de poches qui ont toutes des noms différents. Donc là, on ne vous demande pas d'apprendre par cœur le catalogue de BPI France, de toute manière, ça ne servirait à rien. Mais c'est plutôt de retenir le moment où mobiliser ces différents financements. Donc, au début de l'histoire, quand une société vient se créer, ou alors quand on est sur une phase de faisabilité d'un projet dans une société déjà existante, c'est aussi possible, on va financer avec de la subvention. On va être sur des POC, on va être sur du dérisquage de projet.
Et là, on va être sur des financements autour de 30 000 euros. Et on va être sur à peu près 50% des dépenses qui nous sont présentées. Si vous vous rappelez de mon plan de financement tout à l'heure, si je suis à 50%, ça veut dire que vous devez justifier du financement des 50% restants. Ensuite, le projet avance, il va être un peu plus mature. Éventuellement, vous avez vos premiers clients ou voilà, enfin, de toute manière, vous avancez dans le développement de cette technologie. On va passer sur les aides de développement de l'innovation. Ces aides de développement de l'innovation, que sont l'avance récupérable et le prêt innovation R&D, sont des financements qui sont remboursables, donc ce sont des prêts, mais qui sont bonifiés puisque ce sont des prêts avec un taux de financement, un taux d'intérêt qui est très bas. La différence entre les deux, c'est avec le risque technologique que présente votre projet. Si on est sur un projet avec un risque technologique très élevé, on va plutôt privilégier l'avance récupérable, qui est remboursable en cas de succès technique de votre projet. Si en revanche, on est plutôt sur du développement, on va dire sur un chemin validé, on ira sur du prêt innovation R&D. Ce que je n'ai pas dit au début de cette slide, c'est qu'est-ce qu'on vient financer, qu'est-ce qu'on entend concrètement par un projet de R&D, ou en tout cas quelles sont les dépenses qu'on vient financer. Donc un projet de R&D, il est toujours périmétré dans le temps. On va venir financer une période, ça va être 6 mois, ça va être 12 mois. Et on va venir financer aussi bien le temps homme passé à développer un projet, ça va être les ingénieurs, ça va être le chef de projet, ça va être le designer qui va être amené à travailler sur le sujet, mais aussi les prestations externes sur des compétences que vous avez soit pas vocation à internaliser, soit pas l'intention d'internaliser tout de suite. Donc, par exemple, vous faites appel à un labo, vous faites appel à un cabinet. Et ensuite, tout au long de la vie d'entreprise, on a des concours. Alors là, je ne liste pas tous parce que là, il y en a effectivement beaucoup. Ce que je vous invite à regarder, on a une page sur le Pays de France qui liste tous les appels à projets de, je ne vais pas dire de France et de Navarre, mais au moins de France, qui pourraient s'adresser et par thématique. Je vous invite à les regarder pour candidater au bon moment à ces appels à projets qui donnent accès à des montants de subventions qui sont un peu plus conséquents que ceux que j'ai évoqués au départ. Hein. On est plutôt sur par exemple, si je prends le concours ILAB qui arrive en février prochain, pour les projets en partenariat avec de la recherche publique, là, on a jusqu'à 600 000 euros de subvention. C'est bon sur cette slide? Alors, on finance la partie R&D, c'est bien, mais on finance aussi la partie accélération commerciale dans une société innovante. Donc, pour bénéficier de ces dispositifs-là, il faut au préalable avoir été accompagné avec les dispositifs d'aide à l'innovation que je présentais juste avant. Donc, on peut soutenir une entreprise innovante dans 2 cas précis. Soit lorsqu'elle est bien levée des fonds. Donc ça, ce sont les prêts d'avançage. Donc, on fait le levier sur une levée de fonds. Concrètement, ça va être des financements qui vont aller de 50 000 à maintenant 2 millions d'euros. Et qui permettent de faire levier sur la levée, qui permettent d'investir en marketing, sur le BFR, sur le recrutement de votre équipe sales. Et on va coller assez près la levée de fonds, on s'inscrit dans les 3, soit juste avant et on conditionne à sa réalisation, soit on s'inscrit dans les 3 mois après cette levée de fonds. Mais vraiment, on tente de prendre le risque au plus proche de l'investisseur. Et ensuite, le prêt innovation, là, on est sur des sociétés qui ont un modèle, on va dire, démontré. Le cas typique sur ce financement-là, c'est une société de plus de 3 ans qui a démontré la validité de son modèle en France et qui souhaite s'exporter à l'international et qui, de fait, présente toujours des pertes, mais parce qu'elle investit sur d'autres localisations. Sur ce financement-là, on va de 50 000 euros toujours à 3,5 millions. Donc ça peut être assez large. C'est bon pour ça. Alors souvent, ce que j'entends dire, c'est que c'est compliqué de contacter des Pays de France. Ce n'est pas vrai. Donc, vous avez l'adresse juste ici, donc c'est contact.lepayisfrance.fr pour renseigner quelques informations assez rapides. On vous demande votre sirène, votre localisation, dans quelle thématique vous vous situez. Et ensuite, vous êtes recontacté directement par un chargé d'affaires de votre région. On a 54 implantations en France, donc c'est assez large.
Vous aurez quelqu'un à côté de chez vous ou à côté de votre projet. Et c'est la personne qui sera amenée à vous suivre tout au long de la vie de l'entreprise. Donc n'hésitez pas, au contraire, et on attendra vos demandes. Bon, on est fini, et du coup, je passe la parole sur la partie internationale. Je peux vous encourager à contacter la BPI dès que vous commencez votre projet, parce que c'est vrai que ce n'est pas seulement un acteur incontournable, je pense que c'est un acteur absolument nécessaire pour faire avancer le projet, parce qu'il n'apporte pas que de l'argent. Il apporte aussi des compétences, un œil bienveillant sur votre aventure et des mises en relation, des expertises au sein des pays. Donc, allez-y, vous n'avez rien à perdre, bien au contraire. Alors, tout d'abord, moi je vais intervenir plutôt sur la partie européenne. Enfin, c'est que je pratique, hein, je n'ai pas la prétention de couvrir, ça serait trop vaste. Je vais vous parler de ce que je vis depuis maintenant 4 ans au niveau européen. Et par rapport à tout ceci, vous aurez la présentation. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder qui je suis. Ce qui est surtout important, c'est que le regard que je vous apporte, c'est par rapport à ce que je fais tous les jours. Donc, c'est un regard de praticien. Donc, je vais un petit peu sortir, je vais essayer de conceptualiser, de vulgariser, mais surtout de dire, bon, voilà, dans la pratique, ça se passe comme ça. Et le regard, c'est surtout en tant que conseil d'entreprise technologique et surtout d'expert coach pour l'accélérateur européen. Donc, l'accélérateur européen qui est un outil d'accélération de financement financé par la Commission européenne. Donc, au niveau européen, on a cherché à passer de l'innovation à l'entreprise commerciale. Enfin, on a cherché à poser la question comment on peut faire pour favoriser le passage de l'innovation à l'entreprise commerciale, un peu comme la BPI finalement. Et donc, il y a 2 outils phares que moi je connais, que je pratique, qui sont l'accélérateur européen de l'innovation et le fonds européen, qui est en fait le bras armé de l'accélérateur. Donc là, on est vraiment, contrairement à ce que présentait auparavant Amélie, on est moins sur de l'innovation de service, on est plus de l'innovation technologique de rupture. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire de l'innovation de service et être financé, accéléré, soutenu par l'accélérateur européen. On est vraiment, moi ce que je dis régulièrement, on est dans la Champions League au niveau du scaling. Alors, j'ai employé plein de mots d'anglais parce que malheureusement, en Europe, quand on parle français, c'est plus en comprenne. Donc, la langue de travail, c'est l'anglais, de manière générale, au niveau mondial. Donc, tous les termes, c'est des termes anglo-saxons et dans certains cas, on n'a pas de traduction en langue française, malheureusement. Donc, on est vraiment en Champions League pour développer, faire croître des entreprises, des projets à fort potentiel. Je vais y venir un peu plus tard. Et on a un outil de financement, donc le Fonds européen dédié au projet d'accélération. Vous m'interrompez si je viens trop, si je suis trop dans mon monde en fait. Tant pis. Moi, je connais les EIT. Très bien. Particulièrement, les EIT, c'est quoi? C'est un outil pour les EIT pour finalement répartir avec son investissement en chaque branche. C'est pas relié, comment ça se. Alors, de manière, sans devenir technocrate, il n'y a pas de lien voulu direct au départ. Dans la pratique, les EIT sont en fait des outils pour déployer des verticales technologiques. Je prends un exemple, si je sais plus pour différencier, parce qu'encore une fois, c'est un peu compliqué à expliquer en détail. Il n'y a pas de lien direct de subordination, de coopération, des accords de coopération entre l'UIC et les EIT. Je vais prendre l'exemple de l'EIT Health, donc toute la partie de l'excellence santé. Il est certain, donc vous avez une verticale et une verticale de santé. Pourquoi la logique des EIT, c'est qu'il faut comprendre le métier des gens, où ils évoluent pour pouvoir être crédibles en termes de, on va dire, de support. L'EIC a une autre logique. L'EIC, on est plutôt sur comment on peut aussi amener des technologies à se croiser, des concepts à se croiser, donc on n'est pas tout à fait sur une problématique, mais bon, au niveau de l'EIT, vous avez donc une verticale européenne avec des équipes d'experts métiers
santé, que ce soit Digital Health, Pharma, MedTech. Donc, ce sont les gens qui vont nous mettre en relation, qui vont nous supporter avec du financement non dilutif, dilutif aussi depuis peu. UTS, ça a quand même un outil depuis l'année dernière de 2 milliards d'euros d'investissement. Le patron est d'ailleurs le patron de UTS France, on a donc, on agit sur plusieurs niveaux. Mais là, on est sur une logique purement verticale, sectorielle. D'accord. Donc, vous avez la même chose pour l'unité digitale, l'unité raw materials, énergie, donc, en fait, à partir du moment où vous êtes dans l'écosystème MC, vous êtes immédiatement mis en relation avec les équipes. Parce qu'évidemment, on cherche à donner un support d'experts, pas parce que les experts sont venus les autres, parce que les experts sont censés déjà nous dire bon, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Moi, je suis très peu ambitieux. Hein, je conseille des gens aujourd'hui, avant de rêver, c'est bien de rêver, il faut rêver, mais les premières étapes, c'est de faire des bêtises. C'est déjà pas mal. C'est difficile. C'est plus difficile qu'il parle. Donc, là aussi, vous aurez, il y a des choses qui sont en annexe, qui répondent un petit peu aussi certaines questions. Là, ce n'est pas le cas. Mais il n'y a pas de souci, vous m'envoyer un email, je vous envoie le détail, le lien pour bien comprendre, et surtout qu'il y ait des unités de référence. Donc, juste pour finir par rapport à l'UTS, vous pouvez très bien vous adresser aux équipes françaises, par exemple, santé et unité, sans devoir vous mettre un dossier à domicile. Il n'y a aucun lien de causalité. Par contre, à partir du moment où vous êtes accéléré au niveau de l'essai, vous serez mis en relation. Vous en faites ce que vous voulez. Mais bon, vous avez bien compris, là, on est quand même dans une expertise extrêmement importante d'écosystème, de partenariat. Souvent, on peut être confronté à des problèmes très simples, mais qui empêchent le projet d'avancer. C'est comment je vais trouver le partenaire de tel niveau, dans quelle technologie, qui est capable de délivrer tel produit dans tel pays. C'est plus compliqué que ce qu'on est que sur des communautés et des services. Donc, quand on parle des deux outils, je voudrais juste faire un petit flashback parce que je pense que c'est important de comprendre la logique de fonctionnement aujourd'hui. Souvent, quand on parle de l'Europe, on ne comprend pas forcément pourquoi les gens avancent décident de ça. Donc, je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce qui a été mis en place à partir de cette année, pour quelles raisons et quels sont les constats qu'on a mis en fait au niveau de fonctionnement. Donc, les raisons fondamentales, ça part un peu du principe qu'Amélie avait évoqué. On parle d'innovation, le sous-entendu, c'est l'innovation qui crée des jobs. L'innovation crée des startups, qui crée des jobs. On peut en débattre. En tout cas, c'est l'hypothèse fondamentale. Au niveau de l'ENC, l'hypothèse fondamentale, c'est un acteur majeur, incontournable, clé pour créer des jobs de demain. Pas ceux de vendredi, ceux de 5 ans, 10 ans. On a un point particulier, c'est qu'on a compris au niveau européen, ça date d'à peu près de 3 ans, au moment où le pilote a été mis en place, donc il y a aussi des niveaux de lycée que des pilotes, un POC, pilote industriel, mise en marché. On a compris que certaines technologies, si on laissait passer le train, pour faire très simple, c'est-à-dire que le dernier point, pour citer ce que disait le président Juncker il y a 2 ans à Bruxelles, si on se réveille, si on va se soumettre. On va se soumettre à nos amis chinois et nos amis. Donc, il y a des technologies qui sont sensibles, qui sont liées en fait à notre avenir stratégique en Europe. Et là-dedans, il y a ce qu'on considère être clé, qui sont les petites têtes. Je vais venir un peu plus tard. Qu'est-ce que c'est que les petites têtes? Il y a plusieurs échelles. La petite tête, pour faire très simple, c'est de l'ingénierie avancée et de rupture. Et on a un très bon exemple de fonctionnement rapide qui est la crise du corona, où l'Europe a réussi, dans un temps record, plus vite que d'autres, chinois et américains, à quand même mettre en place une structure, une architecture, une industrie qui a développé des vaccins. Donc un bon exemple, on va dire des crash tests en direct l'année dernière, on vit encore aujourd'hui. D'autres raisons, en dehors des raisons fondamentales, il y a des raisons qui sont liées à l'environnement de financement. Et c'est pour ça que, Amélie n'en a pas parlé avant, pourquoi la BPI agit, c'est parce qu'il y a un coup dans la raquette. Si vous avez demain un banquier classique, il va vous dire, vous avez quoi en dehors de concept d'utiliser peut-être un premier client. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que la BPI agit en amont. Et pour l'Europe, c'est le même principe. C'est d'abord on est en retard, on n'a pas assez d'argent par rapport au potentiel
technologique de création d'emplois et de création d'entreprises en Europe par rapport à l'Asie et aux Américains, là, vous voyez les échelles. C'était 2020. Donc, quand, c'est une expression un peu la ramasse. Mais on progresse. Donc, le constat, c'était qu'on est très en retard en termes de masse. Et en plus, on a un double problème plus prégnant en Europe, c'est la version risque encore plus forte. Aujourd'hui, une entreprise très risquée technologique, aujourd'hui, il y a 2 ans, elle avait plutôt tendance à aller voir des VC, des fonds d'investissement directement à New York ou dans la Silicon Valley que d'essayer de convaincre les investisseurs européens. Donc, on est là pour ça, pour faciliter et finalement dérisquer l'opération au niveau européen. C'est la logique souterraine, enfin, c'est la fontaine. Et donc, tout ça, ça mène en fait. L'idée, c'est si on a des champions techno ou de création d'emplois, est-ce qu'on peut réduire le gap qui sera trop longtemps dans ce qu'on appelle la vallée de la mort, la phase de tous les risques. On ne sait pas si la techno ou le concept va marcher, on a besoin de beaucoup d'argent pour avancer. Donc voilà en fait qu'est-ce qui a amené en fait au nouveau mode de fonctionnement depuis avril 2021. Donc après un test, un pilote de 2 ans. L'ancien schéma, c'est là aussi, j'essaie de faire simple. On parlait jusqu'à présent de Horizon 2020, maintenant c'est Horizon Europe. En fait, c'est le schéma de fonctionnement de l'Europe par les traités, les nouveaux traités qui ont été signés entre tous les accords de l'Union européenne, auxquels on a associé notamment, les États associés, pardon, pour la période 2021-2027. Donc, ce que je vous explique là, c'est ce qui est en place pour les 7 prochaines années en Europe. Avec des moyens, le lycée, c'est 10 milliards d'euros sur 7 ans. Le lycée accélérateur, pardon. 10 milliards d'euros. Et donc, tout ça a été mis en place depuis 2019 en pilote, et depuis avril, c'est en fonctionnement plutôt réussi. Les collègues au niveau de l'Agence d'innovation européenne ont très bien exécuté, en fait. Et donc, on est capable, depuis maintenant le mois de juin, vous allez voir plus tard, de dire, ben voilà, vous bénéficiez de temps de subvention, de temps d'investissement. Donc, c'est, et pour ceux qui en ont parlé, notamment de conseils technologiques, d'innovation, certains ont parlé de SM Instruments, c'est l'ancien nom, en fait, deux schémas ont remplacé le schéma anciennement, l'instrument pour le soutien au PME. Le pilote a abouti à un beau cocorico, CoreWave, donc qui a été la première entreprise financée par le fonds lycée, pardon, à hauteur de 15 millions d'euros. Donc, ils ont eu le maximum, et c'est une entreprise française basée à Paris, donc qui a développé pour une pompe pour les cœurs. Donc, là aussi, je vous laisserai dire vous aurez les slides, ce qu'a indiqué en fait le président de la société. Et vous voyez qu'en fait, ils ont eu des 15 millions d'investissements, dont je parlais plus tard, plus auparavant les 2,5 millions d'aides, de subventions. Les 15 millions d'investissements, il s'agit de l'outil, et les 2,5 millions, c'est de la subvention, non remboursable. Donc, bravo, le premier qui a plein échelle, ça a été un Français, l'année dernière. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Vous allez, alors, excusez-moi pour les anglicismes, mais une fois, si ce n'est pas clair, vous me dites, vous m'interrompez. Il y a deux bases. Donc, il y a la partie investissement et la partie subvention. Pour faire simple, la partie investissement, c'est l'equity. La partie subvention, c'est la subvention, on ne demande rien. D'un côté, donc, vous avez une capacité à investir de lycée jusqu'à 15 millions d'euros. Vous aurez les slides, les détails. 15 millions et en niveau subvention jusqu'à 2,5 millions. Tout la somme totale de 17,5 millions. À gauche, le mode de fonctionnement de lycée aujourd'hui, c'est on investit sans dépasser une quote-part de détention de 25%, c'est le taquet maximal. Et au niveau de la subvention, quand vous touchez 100, vous devez financer 30, soit sur fonds propres, soit à l'investissement. Donc, un petit peu généralement, ce qui se passe, c'est de la plus. Vous avez la subvention, qui est rapidement d'investisseurs. Si ça n'a pas été clair.
Et vous pouvez demander, en fait, alors ça c'est une nouveauté, vous avez un panachage. En fait, vous pouvez demander seulement de l'investissement, ou alors vous pouvez demander seulement de la subvention, ou les deux ensemble, en privilégiant la subvention. Vous avez trois modes de fonctionnement qui, en fait, n'ont pas des avantages particuliers, qui sont plutôt liés au stade de développement. L'investissement est en principe fait pour financer les échelles de TRL. Donc, est-ce que vous êtes familier avec les échelles de TRL? Technologie business model. Donc, en fait, en technologie, on définit une échelle de maturité de technologie. Les principales étapes étant le niveau de TRL2 et 3, on est plutôt en concept labo. TRL4, ça commence à se formaliser. J'ai l'échelle test, si on a le temps, je vous la montre. TRL5, on est dans le labo un peu plus costaud. TRL6, on est en pilote industriel. La clé, c'est là. Donc, pour soumettre les essais pour un TRL5, on est au moment de danger. On a une idée, ça peut marcher, on ne sait pas si on peut scaler à l'échelle industrielle. Et TRL8, c'est la phase de go-to-market de vente. Donc là, on est plutôt sur l'avant, go-to-market pour l'investissement du fonds. Et sur la vente, on est en TRL, en partie TRL5. Il y a d'autres mécanismes au niveau européen qui disent TRL, je ne sais pas, mais je ne les connais pas, donc je ne vais pas vous en parler. Ils sont mentionnés dans la présentation de la CEDA. Donc, vous l'avez compris, le financement total, exemple de Corwell, c'est 17,5 millions financés par Corwell. C'est quand même un niveau qui permet d'aller très loin. Ce qui est encore une technologie après d'autres fonds d'ici de l'investissement. Oui. Ça, c'est lié à un pourcentage. Très bonne question. Dans l'absolu, non. Mais vous allez le voir un peu plus tard, il y a des objectifs. En fait, il y a 3 critères qui sont des sous-jacents à la proposition. Et là-dedans, il y a notamment les objectifs stratégiques de l'Union. Quand je dis l'Union, en fait, ici, je parle de l'Union européenne, plus ses États associés. Le Japon, la Norvège sont des États associés. La Corée du Sud, il me semble. Israël est un État associé, la Turquie est un État associé, la Suisse l'était jusqu'à le mois de juin. Donc, l'Europe et les partenaires. Donc, en fait, l'objectif est, évidemment, quand c'est un État associé, on peut pas demander de délocaliser sa tête des emplois, la production en Europe. Quand c'est une entreprise européenne, ça a évidemment un impact majeur. Pas le fait de vous sourcer qui est détenteur du savoir-faire de la technologie à terme, où sont localisés les cerveaux, les centres de décision et la création de jobs. C'est ce que vous disiez au préalable, le constat, c'était que nous faisons ça pour créer des jobs aussi, pas seulement de la technologie indépendante. Donc évidemment, ça rentre un peu dans les critères de choix, mais je dirais, là vous avez affaire à des gens pragmatiques. On a tous conscience que dans certains secteurs, si vous ne faites pas de la sous-traitance en Asie du Sud-Est ou aux États-Unis, pour certaines raisons, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas du dogmatique. Hein. Non, voilà, moi je ne suis pas quelqu'un issu de la Commission européenne, je ne suis pas un fonctionnaire européen. Je suis un praticien, je suis un businessman. Et je suis expert de la Commission. Donc, ce sont des gens comme moi qui voient le business et comprennent les contraintes. Donc, les évaluateurs sont des gens qui viennent du business, des fonds d'investissement, des experts technologiques, des experts sectoriels, un peu plus. Mais les gens comprennent le business. C'est la politique. Donc, je vais y revenir un peu plus tard. Donc, là aussi, quand on parle de PME, de quoi on parle de PME au sens communautaire, enfin, communautaire. Donc, dans la pratique, c'est toute entreprise, jusqu'à 500 personnes. Donc, ce qui ouvre les portes aussi à des belles PME qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas accéder à ce type de PME. C'est pas que le concept n'est pas un concept de start-up. Et est-ce que la start-up a moins de 3 ans, par exemple? Là, l'idée, c'est qu'on peut très bien avoir une PME de 150 personnes qui a un concept intéressant par projet utilisé et qui va répondre. Et c'est ce qu'on voit maintenant arriver.
de plus en plus de PME, de PMI qui y vont. Alors, comment ça se passe en termes de processus de sélection? Là aussi, la volonté a été de permettre à un maximum de gens d'accéder à la première étape. Donc, la première étape, c'est en fait toutes les compétences digitales de l'étape 1 à 4. Elle permet en fait à n'importe qui, dans un mode un peu vous savez, de voyage entrepreneurial en digital, c'est un truc très ludique, et qui nous permet d'accéder par une base de données d'intelligence artificielle sur les projets, dans le secteur, les compétiteurs, les partenaires, les subventions, les aides au niveau européen. Donc, il y a un outil d'intelligence artificielle qui est mis à disposition et un canevas de travail pour pouvoir déposer. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la short application, proposition simplifiée. Si vous êtes accepté, vous passez en full application. Les évaluations se font en distanciel jusqu'à la phase full application. Si vous êtes retenu, vous passez en pitch auprès d'experts mandatés par la Commission européenne, en principe à Bruxelles, avec le Covid, c'est en digital, au niveau en présentiel. Et donc, vous êtes évalué par un panel de 4 experts, donc généralement un expert technique, un expert du secteur, un VC, et puis des gens impliqués en termes de partenariat pour comprendre. Donc, c'est un processus qui permet d'avancer très vite au départ, mais qui, évidemment, donc, c'est flexible. Après, c'est pas impossible. Ça, c'est pour vous expliquer ce qui est attendu en fait de manière pragmatique. Quand je vous dis que c'est simple, on vous demande dans la short application, il y a un canevas de travail, mais qui est en fait accessible, on va dire, à toute personne motivée connaissant son secteur, ou son métier, ou le secteur à lequel il est évolué. Et donc, on demande finalement un slide, une présentation de 10 slides, le format n'est pas imposé, et une vidéo de 3 minutes. C'est un peu plus drôle que c'est ça, hein. Il n'y a pas de bout caché. Et donc, si vous êtes retenu, parce qu'encore une fois, on a compris au niveau européen qu'il y a des gens qui n'ont pas de bonnes idées et qu'à un moment, il faut écouter, même quand ce n'est pas conceptualisé comme un travail de doctorant. Et ce n'est pas péjoratif comme je dis, de doctorant, parce qu'on a un tas de qualités qui amènent justement des projets de support. Mais on a compris que, notamment les jeunes, ils sont un peu, comment dire, réfractaires à travailler sur des projets nécessitant trop on va dire, d'engagement de temps. Donc, c'est aussi dans cette optique que ça a été fait pour que ça soit accessible. Mais aussi pour détecter des gens qui ont besoin d'un support. Donc, c'est très simple. Et on fait un assessment en fait, sur 3 axes, une fois que toute l'application. Dans toute l'application, le niveau d'excellence, l'impact et le niveau de risque, où en fait, pour parler plus clairement, est-ce que le projet doit être soutenu par la Commission européenne, le IC, pour pouvoir avancer. Ça veut aussi dire que si le projet est considéré comme mature pour être soutenu par la BPI, par des fonds, vos chances se réduisent de ça meilleur temps. C'est-à-dire qu'on estime qu'on est là pour dérisquer, c'est-à-dire sans nous, aucun IC, aucun style ne décide pas. On est là pour ça. Donc, c'est très simple au niveau 1. On cherche à comprendre les niveaux de nouveauté, en fait. Et est-ce que vous êtes capable de déployer à un horizon proche, plutôt 24-36 mois dans les premières phases? Deuxième axe, est-ce que vous êtes capable d'impacter, dans le sens scaler rapidement, créer quelque chose, d'avoir un impact sur l'écosystème de business et société en Europe? Et évidemment, un point clé, je vais revenir, le team. Là, c'est vraiment un point un team excellent de tous les points de vue, sous-entendu capable de délivrer si jamais on est d'argent. C'est ça, c'est pas dans le sens où les gens qui ont un peu d'idées extrêmement, ça aide, hein. Mais la question c'est, si on est 15 millions, 17 millions 5, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont être capables de délivrer, de bien faire un bon projet? Parce que le pire, c'est de donner l'argent à des gens qui vont les ramener, alors qu'ils ont un bon projet. Donc le team est vraiment hyper top. Donc le dossier public, c'est hyper sensible. Donc là, en niveau 2, on va déjà plus dans le détail pour ceux qui ont pratiqué les anciens formats, SME Instrument, phase 1, phase 2, on est en phase 2,
on décompose la roadmap stratégique avec les milestones, qu'est-ce qui doit être fait, combien ça coûte, sur quel timing, comment on arrive la roadmap technologique, avec la roadmap produit, avec la roadmap sales. Donc là, il y a un vrai travail. Là, on n'est plus dans le mode découverte, mais toujours plus accessible qu'avant. Et en étape 2, un point qui a fondamentalement. Donc là, on attaque la commercialisation, les go-to-market, comment on fait, on analyse en détail la liberté d'exploitation, freedom to operate, extrêmement important. Freedom to operate, deux points qui sont sous-estimés dans tous les décisions par les équipes. Et on cherche à comprendre est-ce que la roadmap qui est proposée en termes de milestone est compatible avec un financement. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes pris en short application, vous avez droit, alors en fait, l'EIC vous donne accès aux coachs de l'EIC, aux experts de l'EIC, dont je fais partie. Donc, vous avez un panel d'experts, il y en a 1200 en Europe, la moitié en tech, la moitié en business, partie des gens business. Et ces gens-là sont là pour choisir. Après, c'est plus encore une disponibilité des gens. Hein. Mais vous choisissez, vous avez droit à 3 jours, plus rien. Et ça permet, en fait, le rôle qu'on a à ce niveau-là, c'est de travailler justement sur les points critiques, améliorer la proposition et rendre attentifs les candidats sur des points bloquants, pas forcément sur l'application, mais aussi sur le business tout court. Hein. Donc, c'est vraiment une nouveauté par rapport au point précédent, vous choisissez et vous faites aider. Donc là, encore une fois, pour parler de moi, ce que je vis, je vais vous donner des exemples actuels. Moi, j'accompagne actuellement 4 entreprises qui passent de la short application à la full application, qui sont à gauche. Et à droite, j'accompagne en fait 3 entreprises qui ont été financées par le fonds de l'IC Fund. Là, en fait, il y a un support d'accélération beaucoup plus important. Donc, ils envoient par principe toujours du coaching d'experts. Ils nous assistent en fait à des formations, à des rencontres avec des experts citoyens. Donc, c'est pour vous donner une idée plus de la panoplie des secteurs. Alors, je ne sais pas si c'est représentatif. Hein. En tout cas, moi, voilà ce que je vis. Donc, 2 Français dans le groupe. Immersive, Bordeaux, Altar à Paris. Ici, on est sur les batteries électriques. À droite, Altar, on est sur du bioengineering. 2 Allemands, robotique pour établissement hospitalier. Ici, on est sur Motorali, on est sur système de véhicules autonomes niveau 5 autorisé en Allemagne. Pour ceux qui connaissent un peu le secteur, une Tesla aujourd'hui la plus aboutie sur le marché, elle est en niveau autonome entre 2 et 3. Là, on est sur le niveau 5, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune interaction humaine. Les machines prennent le contrôle. Ils sont actuellement en test en Allemagne. Hein. Donc, vous voyez un peu le niveau où on est en termes d'ambition. Hein. Vous allez voir plus tard, c'est un impact parce que si vous êtes sur une technologie clé, la concurrence, c'est vous pas. Hein. Si vous êtes sur une technologie clé, évidemment, si vous êtes plus en Europe à postuler, vous avez plus de chances que vous êtes 150 sur une technologie clé. C'est une évidence. Steel Ride, c'est de l'origami d'acier, donc du pliage d'acier, pas non plus de la technologie, des Suédois. Pickle, du stockage Ethernet, du norvégien. Et Livespace, en fait, du casque de réalité virtuelle 3D, de concurrent direct, en fait, c'est HoloLens, au niveau mondial. Et maintenant, c'est Microsoft. Donc, vous voyez comment on parle. On est quand même dans des gens, ici à droite, financement EIF, donc on parle de petits. Mais c'est pour donner une panoplie de quel type d'entreprise moi je rencontre actuellement, quel est le niveau de finalement d'accessibilité. Donc, parfois, ce que je vous disais, c'est mis aux commentaires, je vais le faire. Ça, c'est la vision qu'ont une partie des experts au niveau européen où il faut aller. On est sur des technologies qui relèvent, elles sont établies, donc par technologie. En fait. On dit, finalement, les jeux sont faits. Les Européens et les Américains sont les leaders.
D'autres, on est sur leadership européenne, voire contrebalancé par les modèles. Et puis là, il y a une série de nouvelles technologies où l'enjeu à terme est clé. Évidemment, quand vous parlez, comme je viens de le dire, des batteries. Les batteries sont un enjeu essentiel en termes d'indépendance, de business, de plein de choses. Les gens qui ont un avantage là-dedans auront un avantage tout court. Le CRISP, c'est la génomique, en fait, séquencer le génome, neurotechnologie, véhicules autonomes, la production additive, en fait, protein, l'intelligence artificielle. Donc, c'est certain, le graphène, si vous êtes là-dedans et vous êtes potentiellement un des leaders européens ou mondiaux, les chances de succès sont plutôt élevées. Parce qu'on est sur des moyennes de 2 à 3%. Mais ça ne veut rien dire. Chaque fois que vous posez la question, c'est ça. Je réponds tout de suite. C'est 2 à 3% par rapport aux objectifs qu'on a fait au départ. Mais voilà, c'est des QM. Si vous êtes l'autorité niveau 5, sur en Europe à faire actuellement, je pense que leurs chances de passer en lycée, sont plutôt de 20% côté. Donc voilà un petit peu quelle est la vision et qui évolue en fait en continu. Hein. Ça, ce que je vous montre, ça date de 3 mois, ça se trouve, c'est créatif. C'est pour vous une idée. Donc, premier cut-off, donc là, dans la phase d'amorçage 2021, on est passé sur 2 cut-offs. Donc 2 dates de candidature, en fait, les applications, le 16 juin et puis le 6 octobre. Donc les résultats du 6 octobre, on ne sait pas encore, puisqu'en fait, les gens qui sont sélectionnés vont pitcher jusqu'à la fin de l'année. Par contre, ici, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a 63 bénéficiaires européens de mémoire et il y a 12 ou 13 français. Voilà, donc, c'est pas accessible. Et alors, ce qui est intéressant, je vais vous parler de 2 projets sans trahir le secret que je connais directement ou indirectement. Là, vous avez là-dedans, moi je connais Sinovance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont incubés à Station F, l'incubateur HEC. C'est une équipe qui font partie des HEC. Là, ils ont été sélectionnés en financement full blended. Donc, on est sur l'hybride de 5 au 0,25 plus au 0,15. Je connais, donc là, on est sur en fait la problématique de fabrication d'enzymes protéines. L'indépendance agricole et protéinique est aussi un enjeu pour l'Europe. Et OLED comme c'est du Wi-Fi. Donc en fait, du Wi-Fi transporté par la lumière, actuellement par des lampes. Évidemment, elles sont sur des technologies, les acteurs médiaux doivent se compter sur les doigts humains. Et à ma connaissance, en Europe, je crois qu'il y en a qu'un seul qui est en anglais en plus. Donc pour les Anglais, ne sont plus forcément les meilleurs amis que je suis un peu trop ils sont sortis loin. En fait. Donc c'est certain que ça joue aussi simplement d'opportunités. Vous avez un concurrent qui est anglais, on n'est plus forcément sur le niveau européen. Ça aide aussi, je ne sais pas si on rend compte. En tout cas, voilà le type de technologie. L'I-Fi, les clubs, peut-être l'Américain, parce qu'ils font Paris, massif, des mois. Donc, voilà, encore une fois, c'est tout à fait accessible, mais ce n'est pas forcément, comme vous pouvez l'entendre, c'est ça, c'est un petit peu parti de Corée. Parce que là, on a fait du Covid, on va dire, au dos. Le but, c'est de financer de l'industrie d'appel, pas seulement, c'est ça, je suis aussi l'exemple de la Covid. Il y a c'est un sujet. Donc, comment postuler? Donc, dans la présentation, vous aurez le lien. C'est hyper simple. Hein. Il faut cliquer sur le lien. Et il faut le bureau de la BPI. Vous rentrez vos coordonnées. Un partenaire au niveau européen. Mais la BPI est aussi un des plus gros investisseurs en Europe. Il faut savoir. Donc, vous cliquez, vous rentrez là-dedans. Et dès que vous êtes en phase active, vous avez accès aux outils qui sont proposés en fait, par les ici.
Les prochains cut-offs, donc on est sur maintenant on est passé en trimestriel, c'est à prévoir. En phase d'amorçage, on était sur deux cut-offs pour 2021. Là, on est passé donc en mode trimestriel, le 10 janvier, 6 avril, 15 juin, 5 octobre. Donc ça, vous l'aurez dans la présentation, ceux qui sont curieux. Ce qui est surtout important, moi je crois beaucoup dans ce que disait Antoine de Saint-Exupéry. Je pense que là, depuis longtemps, c'est plutôt des gens de ma génération en fait. Hein. On a dépassé le stade de télévision. Ceux qui prévoient, je pense même que les Nord-Coréens, ils ont du mal à pouvoir aujourd'hui. On est vraiment dans le mode, pour ce qui est de l'avenir, il faut le rendre possible. Et je pense que ce sont des outils, la PPI, au niveau européen, les outils dont j'ai parlé, qui rendent un avenir totalement improbable, impensable, il y a encore quelques années, possible. Sur des technologies, des solutions d'innovation qui étaient tout simplement impossibles pour un réseau parce qu'on n'a pas les capacités de calcul, on n'avait pas les machine learning, les AI, aussi pour tout le monde maintenant. Si j'ai peut-être un petit conseil à donner, c'est ceux qui ont osé, allez-y, 100% des gagnants ont leur chance. Voilà un petit peu le message que je veux faire passer. Vous aurez dans les slides certains détails du type c'est quoi le niveau TRL. Là, comme je parlais du niveau 5, des autonomes, tout ça, pour ceux qui s'intéressent, ils auront l'explication. Aussi, qu'est-ce que c'est qu'l'étiquette? Parce qu'on parle tous les jours d'étiquette aujourd'hui, c'est quoi l'étiquette? Ça va faire même une rencontre d'innovation, c'est quoi l'étiquette? Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est déjà tout? Super, est-ce qu'il y a des questions? Non, voilà, je me disais, c'est pas possible. Alors, le calendrier, donc je vous ai mis les dates de cut-off. Je vais revenir. Je l'ai en tête parce que je vous ai expliqué comment ça s'est passé pour le mois de juin. On a commencé en avril, on a ouvert des applications, des candidatures en mois d'avril. Elles ont été bloquées à 2000 applications qui fait de la demande. Ça, c'est des démarrages puissants. En fait, on a dit aux gens, tout ça, ce que vous voulez soumettre en avril, et ça va toujours. Entre le moment où vous avez la décision favorable de passer en full application, donc c'est tout de nous, et le moment où il faut suivre le dossier, il y a au moins 2 mois de travail. Alors, ça, c'est le conseil. Moi, je me suis retrouvé dans tous les dossiers qui accompagnent avec des gens qui sont accompagnés par des très bons cabinets de conseil-innovation. On fait d'ailleurs un travail excellent. Mais par contre, bon, je dois dire que l'approche marché, capacité scaling, mise en œuvre est un peu manquante, et c'est quand même un des points qui est critique dans l'évaluation. Donc en fait, d'ailleurs dans certains cas, on a travaillé de concert, hein, le coaching, on était là, on a échangé, et ça prend du temps. Parce qu'en fait, on n'est pas comme dans un pitch, on va dire un peu théâtral, on peut faire un petit pirouette. Non, là c'est analysé par des experts, il y en a 3. Du domaine généralement, donc c'est très, très exigeant. Et on ne se satisfait pas de se fréquenter. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais on discute avec Amélie. Auparavant, là, c'est pas, je fais une page de sujet et je peux voir les gens ici. Le cas, donc il y a quand même un travail, si on veut progresser en succès à son effort, il n'y a rien qui empêche d'aller tout seul, mais en fait, les modules sont débloqués petit à petit. Ils sont débloqués après le choc. Donc, le fait de travailler sur des gens sérieux, ça peut aussi vous dire après, ça c'est profit. Moi, je dis déposer en short application moins d'un mois avant le full, ça me paraît quand même un peu difficile. Mais vous avez quand même un avantage à compter. À partir du moment où vous n'avancez pas dans le processus, vous avez le droit de recevoir
Donc, le plus loin vous avancez, le plus il y a une chance que vous trouvez un état plus apprenti. Si vous arrivez jusqu'à par exemple en full application devant la commission, et vous êtes prototype, vous avez 12 mois qui doivent passer directement dans la commission. Donc, je dirais, si vous pensez que vous êtes solide, allez-y, vous apprendrez les choses, vous aurez du soutien logiciel déjà, c'est expert. Et puis, moi je crois aussi au fait que malheureusement, les entrepreneurs, notamment la tech, ont tendance à trop attendre. Ils sous-estiment, parce qu'on est dans la petite tête souvent longue, ce que j'entends moi tous les jours, c'est que je dis, ouais, mais ça n'empêche pas qu'un autre bosse. Il suffit que la technologie disruptive qui sort de nom d'un lab coréen, ou d'un lab tout simplement en pays, à Paris, et qui fait disrupter. Donc, ne sous-estimez pas la pression. Moi, c'est une grande expérience depuis 3 ans, j'ai une accélération exponentielle de scaling. On en a parlé aussi avant. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le scaling seed, A, B, C, les gens qui passent de 0 à scaling C dans l'ancien monde, c'est-à-dire pas de 0, puis ils commencent à 50 millions. Donc, attention, ne sous-estimez pas, rien que pour ça. Et même si vous ne deviez pas, j'allais dire, être retenu au fini, vous aurez appris des choses. Beaucoup de choses, même sur l'environnement compréhensible. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est bien. Alors, c'est la Banque européenne d'investissement. Il n'y a pas de. Pour répondre à la question implicite, il n'y a pas de loup dans la bergerie caché quelque part derrière. Non, c'est vrai. Mais par contre, l'OMC, évidemment, travaille avec des partenaires comme les OIT, dont la TPI fait partie, dont les guides corporate venture font partie, tout simplement parce que c'est un qui. Mais par contre, qu'est-ce qui c'est aussi le rôle de l'OMC? Tiens, votre technologie, qu'est-ce qu'on a croisé avec les technologies qui sont dans le industriel, dans des startups, est-ce que vous les discutez? C'est vous qui choisissez. Donc, il n'y a pas de backdoor, en fait. Il n'y a personne qui regarde. C'est extrêmement confidentiel. On a plein de choses, en fait. Quand on me demande de travailler, le truc où je passe plus de temps, sinon, c'est inconfidentiel. Parce que, vous ne savez jamais, c'est des questions aujourd'hui, c'est appréhendé. Donc, moi, je dis plutôt, tiens, non, je travaille avec quelqu'un qui est dans ce secteur-là, donc je passe parce que je ne peux pas être. Mais c'est juste par déontologie. Après, il n'y a pas de débat. Mais tous les petits, si on prend l'industrie, les Paul Venture, les Dassault, les Thales, ils sont tous partenaires de l'ICNT et ils peuvent aussi vous apporter des opportunités commerciales, partenariales, industrielles ou d'investisseurs. Et ce n'est pas forcément des gens qui ont une mentalité, comme on pourrait le croire, offensif. Non, ils sont là parce que ils ont envie de vivre en partenariat de long terme, ils n'ont pas forcément envie de vous acheter. Ils disent non, je suis pas avec vous parce qu'on peut faire des trucs ensemble et puis on se fera des trucs ensemble. C'est une question. Super. Je redonne la main à Isabelle. Bien, merci beaucoup, surtout pour cette présentation très intéressante, que ce soit de la part d'Amélie et puis de la part de Stéphane. Donc maintenant, on va avoir ce moment de plus d'échange convivial que je vous propose. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous inscrire au club d'innovation, à me faire des suggestions, à me contacter pour de prochains événements toujours aussi intéressants. Merci.